Je ne sais pourquoi, ni comment arrive le temps où on juge qu'il est trop tard. Le temps d'entre-deux où l'on cesse de se battre contre ses démons. J'avais suivi Camille, laissé derrière moi les mails et le reste. Tu comprends, c'est facile pour toi, reprit-elle. Je lui montrai l'œil qui me brûlait. Facile. Et elle se mit à rire. Elle embrassa ma joue et se serra contre moi sur la banquette du café. La lumière vive me faisait mal et me rassurait. Tu as un boulot, un appart, tu parles avec le patron. Et puis tu as toujours vécu ici. Moi, quand je suis arrivée dans ce pays avec ma mère et mes frères, on n'avait rien. J'ai grandi là où mon père avait atterri quelques années avant nous. J'ai remis sur mon œil la petite compresse qu'elle avait confectionnée avec de l'eau et un coton à démaquiller. Enfant, dit-elle, on me disait que c'était très beau, ce pays. Mais le seul truc qui me faisait rêver, c'était que papa avait acheté des cadeaux pour notre arrivée. Une peluche géante, un ours blanc, je l'ai encore, il prend toute la place chez moi. On m'a aussi acheté de jolis habits, un joli cartable, et je suis allée à l'école. Ça m'a plu, mais je ne comprenais pas ce qu'on attendait de moi. J'étais nulle. Elle fit une pause, posa l'argent des cafés sur la table et m'entraîna dehors, la main dans le creux de mon bras. Mais elle était ailleurs. Un jour, avec la classe, j'avais 16 ans, on est allé voir un spectacle au théâtre, dans une autre banlieue. On était intimidés, on rigolait. Après l'entracte, un vieux comédien a dit un texte, tout seul sur scène. Ça parlait de quoi? Elle prit une cigarette dans le paquet que nous avions acheté, souffla une bouffée dans l'air tiède, et je la suivis. Ça parlait de l'image que les blancs se sont toujours fait des noirs. Les noirs danseurs en transe et souples comme des lianes. Les noirs chanteurs, athlètes ou jazzmen, le rythme dans la peau et en substance toujours voyous échappés des bas-fonds. La race physique, la race sexuelle est dangereuse. Et le frisson que ça colle au petit blanc, tu vois? Très bien. Je n'osais la regarder. À la fin, le type détruisait chaque image en répétant « le mépris ». Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi vrai et d'aussi fort. Elle se tourna vers moi et dans ses yeux, j'eus l'impression de voir le vieil acteur dont elle parlait. Le lendemain, j'ai emprunté des livres à la bibliothèque. Évidemment, la fille m'a refilé un récit africain, une bio de Ray Charles, et puis je ne sais pourquoi la Chartreuse de Parme. C'est celui que j'ai préféré. Comme quoi, tu vois, la couleur des héros ou des héroïnes. J'ai lu Stendhal, Zweig, Aragon, et aussi tout Harry Potter, dit-elle en riant. Elle sortit un livre de son sac et dit « Hier, j'ai fini celui-là. » Je lus le titre, Bardo. Ils ont oublié le thé à Bardo. T'es bête, c'est un livre écrit par un moine tibétain. Tu sais, moi, les Tibétains, elle me le tendit. Lis le chapitre sur les fantômes affamés. Pourquoi? C'est moi le fantôme affamé? C'est nous. Le monde des fantômes affamés, dit le type, c'est celui du désir, de l'accumulation d'objets, de conquêtes, de plaisirs et de magasins. Celui de l'insatisfaction perpétuelle. Faut de temps en temps savoir en sortir. Il y a d'autres mondes après, comme dans un jeu vidéo de focus. Mais il faut trouver la bonne porte pour y entrer, et sortir de celui des fantômes. Elle me regardait, un éclair de miel dans des yeux pleins de malice. Je ne savais si elle repensait à ses lectures, ou ses yeux disaient « je t'ai bien eu ». Après ça, dit-elle, j'ai décidé que je serais comédienne, et je me suis retrouvée standardiste. Elle rit. Et tu fréquentes quand même ce restaurant, et tu rêves quand même d'être comme tous ces cons. Oui, je veux un bel appartement, de beaux habits, et prendre des taxis quand je suis fatiguée. Pas toi? Si. Et puis oui, je fréquente ce resto. Ce sont les parents du type qu'on a croisé tout à l'heure qui m'ont mise sur le rôle. Le rôle de la série de merde que tu m'as encouragée à accepter toute la soirée, tu te souviens? Tu penses que je devrais refuser finalement et rester au standard de focus? Je dis non, bien sûr, je suis désolée. Elle me prit les mains. Ne sois pas désolée, c'est normal. Et en riant de nouveau, et elle ajouta c'est facile pour toi. Nous avions beaucoup marché et je l'avais suivie sans demander où nous allions. Et elle s'arrêta et désigna un immeuble. J'habite là. Avec ton ours blanc? Elle sourit. Il n'est plus très blanc. Elle ajouta c'est gentil de m'avoir accompagnée. J'ai bien aimé notre promenade. Il s'appelle comment? Qui ça? Ton ours. Il y eut un silence, puis elle leva les yeux vers moi et dit tu veux le voir? C'est elle qui m'a déshabillée et renversée sur le lit. Quand elle ôta son soutien-gorge, je voulus l'arrêter. Il y eut encore cet éclat dans ses yeux, de colère cette fois. Je dis que je la désirais follement, mais que j'avais peur. Peur de ressembler à ces types déguisés en manga. Peur de lui avouer que je n'avais pas de job à lui proposer et que je lui avais menti. J'ai ajouté peur du mépris. Elle sourit, s'allongea contre moi, me caressa et dit si tu es là, c'est que j'ai envie de toi.
J'avouai encore que j'avais une fiancée et elle répondit: Je ne cherche pas un mari, et tu sais bien que les nègres sont fous de sexe. Elle rit, et puis se tut, et elle enleva sa culotte, et quand elle eut frotté sa peau contre la mienne, quand elle eut glissé ses lèvres le long de mon sexe, et que j'eus les yeux mourants, elle écarta les jambes et dit: Lèche-moi doucement, et quand tu n'en pourras plus, et que tu m'auras fait jouir, alors prends-moi. Et ce fut vrai qu'on ne sait jamais où on va, et que rien d'avance n'est écrit. J'achetai à la hâte un sandwich, caché mon sac dans un coin du hall, et mordis dans le pas en arrivant au bureau, comme si je m'étais éclipsée quelques minutes pour aller à la boulangerie. Mais j'avais une matinée de retard, et ça commençait à se voir. Le jeu afghan n'avançait pas, et la version bêta que j'avais envoyée à Fred n'avait pas passé les tests. Bâclée et pleine de bugs. Pas le temps de vérifier si le type de Vodafone ou un autre avait répondu. Je me mis au travail. Plus tard, en prenant un café, je laissai ma veste sur ma chaise et filai en douce récupérer mon sac. Des ruses d'enfants qui me faisaient transpirer et ne servirent à rien. Le directeur de production débarqua. Je n'étais pas là hier quand il était descendu, ni avant-hier d'ailleurs. Tout était calé pour le dernier monde d'Opium, après l'explosion du kamikaze. Animateurs, graphistes, programmeurs, testeurs, tout le monde était prêt, gueulait-il. Même le studio d'enregistrement pour les musiciens et les doubleurs. Je ne m'en rendais pas compte. La dernière phase commençait dans une semaine et personne n'avait de nouvelles de moi. Après, dit-il, on perd de l'argent. Beaucoup d'argent. Tu lis pas les journaux? Si. J'ai des mails tous les jours de Californie pour tailler dans les budgets et remonter les objectifs. Si Opium ne sort pas à temps, on est dans la merde. J'ai parlé à Fred, il n'est vraiment pas content. Moi, à sa place. Il regarda mon œil enflé. Je sais pas ce que tu fous en ce moment, mais je ne sauterai pas à cause de tes conneries. Mais Jean, il sortit. Un morceau de poulet mayonnaise s'échappa du sandwich et s'écrasa sur mon clavier. Tout l'après-midi, je parcourus les bureaux pour sauver ce qui pouvait l'être encore et montrer que j'étais là. On annulait le studio, pas de musiciens. Sur les dernières scènes d'action dans les montagnes, on collerait le scherzo de la 9e symphonie de Bruckner. Des violons et des cuivres qui frappent comme une armée, des timbales dramatiques et martiales, et en contrepoint, cette montée des flûtes et des bois dans un élan qui vous élève l'âme avant que tout n'explose à nouveau. C'était parfait, une vieille idée recyclée de mon ancien jeu d'étudiant. Le dire prod pleurait quand même les 10% qu'il perdait pour annulation tardive. Fred appela. Il était en rendez-vous toute la journée, lui aussi menaçant, parla des clients mécontents, des Américains, du graphiste qui tournait en rond et de la merde dans laquelle je le mettais. Puis il avança ses pions. « T'as des soucis en ce moment ? » ?»« Non. »« T'as recommencé à déconner ? » ?»« Non plus. »« Bon, si ton problème, c'est que tu en as marre de Focus, pense à ma proposition de l'autre jour. Mais décide-toi vite, le type n'attendra pas éternellement. Et ici, je ne pourrais pas te couvrir éternellement non plus. » J'hésitais, puis refusais encore. L'envie de travailler revint. J'aimais ce dernier monde, ses paysages, ses montagnes, le danger et le vertige et le ciel à l'infini. Mon personnage pouvait tout faire, grimper, sauter, découvrir des passages secrets, des failles le long des jets de falaise. Je récapitulais avec le programmeur et le graphiste la séquence du téléphone, et cela me fit presque rire. Trahison, message codé dans le portable du mort, puis plongé dans un autre monde où le danger grandit, un monde pour le pire ou pour le meilleur. Cela faisait 1 an que j'avais conçu ce scénario. Nous étions en vacances et chaque soir j'en parlais à Lara. Elle disait l'air distrait. « Si, elle est bien ton histoire, mon amour. » Un soir, j'avais écrit l'épisode du portable sur la terrasse. Il faisait nuit depuis longtemps et je commençais à avoir froid. Lara avait ouvert la porte de la maison. Elle était nue, endormie. Elle se sentait un peu seule, avait-elle dit. Au lieu de la rejoindre, j'avais continué à écrire et griffonner pour ne pas les oublier quelques mots que je revois encore, reliés entre eux par des flèches prémonitoires. Message, porte du ciel, sentier de montagne, dernier monde, la vérité est instable. On entrevoit parfois l'avenir, à moins qu'on ne le prépare, sans s'en rendre compte. Je pris un taxi pour rentrer. Il fallait dîner et dormir. Le sommeil recoudrait les soucis du jour. Bientôt il y avait le bal. En revoyant Alex, je saurais enfin. Peut-être n'était-ce qu'un désir plus puissant que les autres qui s'éteindrait une fois consumé. Tout à l'heure, j'avais parlé à Lara. Elle m'avait décrit le parc qu'elle voyait de sa fenêtre, les écureuils, son oreiller trop dur et sa promenade du matin avec les autres pensionnaires du château. Elle était gaie et voulut savoir si j'avais passé une bonne journée. Au lieu de lui répondre, j'ai dit « Ça a l'air bien ta campagne. Au moins, t'es pas toute seule. » Et je me suis plaint. De Focus, des jeux de tir à la con, de la chaleur, de notre appartement qui était celui du beau-père et puis du téléphone que je ne supportais plus. Elle a dit d'une voix aimante.
Ne t'inquiète pas, mon amour, ça va s'arranger, les choses ont déjà changé. Mais j'ai insisté et au bout de quelques minutes, elle a fini par accrocher. J'avais réussi à la mettre en colère, juste parce que je l'étais moi aussi. Ça m'avait soulagée, puis rendue triste. J'avais essayé de la rappeler pour m'excuser, mais elle était repartie. J'ai arrêté le taxi sur la place de la caserne pour marcher un peu. Une jeune fille descend de la rue, souriant au téléphone, et je vis de loin ses inaccessibles belles formes et ses épaules tachées de grains dorés. Sa jupe flottait à mi-cuisse, si légère qu'on avait le sentiment délicieux qu'à chaque pas elle allait se soulever. Elle était atrocement jolie et heureuse et tout à son bonheur, et elle ne me regarda pas. En la croisant, je humai l'air pour tenter d'attraper un peu de son parfum, puis me retourner. Pour voir, petite honte, une autre me doubla et encore une autre au mollet plus épais mais à la peau fine et lisse. Je m'arrêtais, je manquais d'air. Il y avait autour de moi un complot de belles et déchirantes jeunes filles. Où était passé l'amour qui me rendait heureux et aveugle? Pendant 2 jours, je fis le trajet de la maison au bureau sans regarder autour de moi. Lara n'appelait plus. Hormis la sonnette des voisins qui invitèrent des amis, il n'y eut plus aucun bruit. Jusqu'à cette lettre de Lara. Mon amour, il est midi et j'ai un peu de répit avant le déjeuner. Je ne suis pas de corvée aujourd'hui et je mange un fruit. Je ne sais pas le nom mais ça ressemble à une figue, sur les marches de ma chambre. J'espère qu'il fait moins chaud et que tu dors mieux. Ici tout va bien. Ce matin ils ont coupé la clématite dont je t'ai parlé. Il paraît qu'elle est morte cet hiver. Les murs du château ont l'air tout nus. Les autres ont râlé, moi je trouve ça beau aussi. Le soir je me mets souvent la robe rouge que tu as offerte et ça me rend joyeuse. Des nouveaux sont arrivés hier dans la nuit. Ils ont réveillé tout le monde et tous les chiens de la région se sont mis à aboyer. Ça a duré des heures et c'était moins drôle que quand c'est toi qui fais le chien. Pas de beau mec, rassure-toi. En relisant, je ne sais pas pourquoi je te raconte tout ça. Et puis ce n'est pas vrai. Je ne suis pas joyeuse et je me fous des fruits et des murs du château. Je te sens loin, loin au téléphone, loin quand on se parle. Il y a quelque chose qui cloche et ça m'inquiète. Je sais que ce n'est pas seulement ton travail ou l'appartement. J'espère que ce n'est pas à cause de moi. Pour le reste, ne t'en fais pas, on ira habiter ailleurs si tu te sens mal. N'importe où, je m'en fiche. Et puis on a un peu d'argent de côté maintenant si tu veux quitter Focus, de l'argent à nous. Ne t'en fais pas pour moi. Mon beau-père sera toujours mon beau-père. J'y peux rien, mais c'est ce qu'on vit qui compte, c'est nous. Tu vois, je t'ai écouté quand même. Pardon de m'être énervée, c'était bête. Dis-moi ce qui ne va pas, parle-moi si tu en as envie ou besoin. Tu sais que je peux tout comprendre, on a déjà surmonté tant de choses pour être ensemble. Tu es l'homme de ma vie et je ne veux pas que tu sois malheureux. Écris-moi. C'est vrai qu'on ne se dit rien au téléphone. Moi non plus, je n'aime pas. C'est toi que j'aime et qui me manque. Je s'arrête cette lettre contre moi et me promis que je serai digne de cet amour.